Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Excusez-moi pour ma voix un peu enrouée, c'est la saison sèche. Donc aujourd'hui, je reçois Patrick Kanga du PPRD. Il est jeune cadre de cette formation politique. Avec lui, nous allons analyser les temps forts de l'actualité de cette semaine. Bonjour ou bonsoir, Patrick Kanga. Bonsoir, madame. Vous avez maintenant au sein de votre parti un nouveau secrétaire général. Est-ce que l'ambiance a changé? Est-ce que vous avez déjà senti un petit changement, en fait, depuis qu'il est là? Je crois que le changement vient d'abord par le fait que ce soit une personne différente de celui qui était là avant, le professeur Évariste Beauchamp. Donc simplement, s'il faut tabler sur ça, il y a déjà un changement. Parce que les personnes ne se ressemblent pas. Chacun a un tempérament, une manière de faire et des approches. Et je crois que naturellement, il faut qu'il y ait un changement. Est-ce qu'il a déjà livré sa politique, ce qu'il va faire en vue des élections futures? Vous avez déjà un cahier de charge, une ligne de conduite à proposer? Le PPRD a un statut, il s'inscrit dans une politique bien déterminée par son initiateur, mais lui, en tant que gestionnaire du parti, il est en train de prendre la mesure du parti. Il a reçu la Ligue des femmes il y a, je crois, une semaine. Demain, il recevra la Ligue des jeunes. Et je crois que c'est après avoir reçu toutes les structures du parti qu'il pourra se faire une idée de quelle ligne devra tracer le parti pour les échéances futures. Vous êtes un jeune cadre de ce parti, ça c'est une question vraiment personnelle. Est-ce que ce nouveau secrétaire général répond-il vraiment à vos attentes? Est-ce qu'il est vraiment la personne qu'il faut à la place qu'il faut aujourd'hui? En fait, la difficulté avec la presse, c'est que vous voulez tout le temps subjectiviser, vous voulez tout le temps personnifier. Je ne sais pas si vous héritez cela du fait que nous ayons passé beaucoup de temps au parti État, au impair. Il faut aller au-delà de l'individualisation. Le PPRD est un parti composé de plusieurs structures, c'est vrai conduit par le secrétaire général. Et je crois que c'est quelqu'un qui est empreint de... Qu'on le veuille ou pas, la personnalité, joue un rôle prépondérant dans la gestion d'une chose. Il est empreint, je crois, de plusieurs qualités. Et jusque-là, il jouit du bénéfice du doute. Laissons les 100 jours, en fait. Laissons le temps au temps, c'est par les œuvres qu'on jugera. Mais s'il faut tabler sur sa personnalité, sur ses aptitudes intellectuelles, je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Et son carnet d'adresse, peut-être qu'il ouvrirait un peu plus le PPRD à d'autres formations. Il y aura peut-être... Le PPRD est un parti qui est déjà ouvert à plusieurs formations politiques, que ce soit sur le plan régional, africain, européen. C'est vrai que le secrétaire général actuel viendra certainement rajouter quelques personnes, quelques agendas, quelques numéros que nous n'avions pas, et c'est quelque chose de positif pour notre parti. Peut-être pas trop de débauchage aussi cette fois-ci, Patrick Kanga. Les gens adhèrent dans des partis librement et ils quittent librement. Si des gens veulent venir rejoindre le PPRD aujourd'hui, ce n'est pas une faute politique. Ok. Nous commençons, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir cette rétrospective par 2 points de presse, celui du ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omolanga, qui répond aux questions et ont trait à l'actualité, et celui de la société civile. Lambert Mende est parti de l'attaque dont l'aéroport de Goma a été victime le 2 juin dernier, avec un modus operandi semblable à celui des auteurs des massacres de Béni. Des incursions se poursuivent, des agressions sur les civils, aussi ce qui fait croire au gouvernement l'existence de réseaux criminels au Nord Kivu. La poursuite des agressions contre des populations inoffensives à Béni tendent à donner de la substance à l'hypothèse de l'existence de réseaux criminels comprenant également des compatriotes congolais. Et le gouvernement de la République est déterminé à traquer jusqu'à leur dernier retranchement tous ceux qui, de près ou de loin, se sont compromis dans cette ignoble criminalité que rien, absolument rien, ne saurait justifier. Quant aux déclarations du sous-secrétaire d'État américain sur le dialogue, le gouvernement les qualifie d'immixtion dans la politique interne de la RDC. Le dialogue entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo relève de la politique interne de la République démocratique du Congo.
Toute immixtion des États tiers dans ce processus est donc non seulement inacceptable, mais également intolérable. Alors que les appels à une médiation étrangère se multiplient, Lambert Mende estime que tout dépend du chef de l'État. Ce que le représentant de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo, M. Kobler, essaye de faire passer en déclarant Urbi et Orbi qu'il soutient l'initiative prise par le président, qu'il reste disponible pour apporter ses bons offices si le président de la République, Joseph Kabila, le lui demandait. On ne comprend pas pourquoi les gens s'entêtent sur le chemin de lui demander de se substituer au président Joseph Kabila. Le gouvernement dit non au procès d'intention sur ces dialogues en préparation. Les consultations entamées permettra selon lui au chef de l'État de trouver une formule irrévocable pour la tenue d'un dialogue salvateur pour le pays. La société civile du Nord Kivu soutient qu'il est imprudent de réduire la situation de l'Est à un seul homme, Kambale Malonga. Pour elle, ce qui se passe à Beni, c'est du terrorisme. Qu'il s'agit de groupes de terroristes, des islamistes et des djihadistes. Par rapport à leur mode de recrutement, parce que nous avons des preuves qu'ils recrutent dans certaines mosquées. Ces gens qui sont en train d'être tués, ce sont sa distinction de tendance politique, de la majorité de l'opposition comme de la société civile. Mais parmi les kidnappés et parmi les tués, les musulmans sont épargnés. Omer Kavota motive sa position par les modes opératoires de ces réseaux qui, selon lui, a des ramifications même à l'intérieur du pays. Partant du mode opératoire, des combattants qui ont tenté s'emparer de l'aéroport de Goma, partant du fait qu'ils avaient des armes lourdes, il faut comprendre qu'il y a un réseau qui peut avoir des ramifications à l'intérieur du pays et même à l'extérieur du pays. Quant aux consultations pré-dialogue en cours, la société civile du Nord Kivu demande au chef de l'État de faire le tour du pays. Étant donné que Kinshasa n'est pas l'Assemblée de la République démocratique du Congo, nous encourageons les chefs de l'État à faire le tour des provinces pour écouter aussi la voix de l'intérieur du pays. Cela permettrait à ce que son appréciation, son aperçu soit véritablement un aperçu national. Puisque les signaux d'une nouvelle guerre au pays sont selon elle palpables, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement de tout faire pour mettre hors d'état de nuire ces réseaux criminels. Patrick Kanka, c'est vrai qu'à un moment, quand on parlait au fait djihadiste et tout ça, on avait l'impression qu'on parlait du Nigeria, du Kenya aujourd'hui, et pourtant la société civile, on vient de le suivre, semble confirmer en fait le fait qu'il y a maintenant ce mode de recrutement. Ils ont peur que, en tout cas aujourd'hui, la RDC soit infestée entre guillemets des djihadistes. Est-ce que c'est une crainte tout à fait fondée? Oui, c'est une crainte fondée. Nous avons eu à le dire plusieurs fois, et même sur votre plateau, que nous étions victimes du terrorisme. Malheureusement, la presse n'a pas suivi pour relayer ce message, parce que chaque fois qu'il y a eu mort d'homme, certains politiciens ont voulu instrumentaliser cette affaire. Or, nous étions tous appelés à s'unir pour dire « attention, il y a un danger à Beni ». Malheureusement, nous n'avons pas eu le bénéfice de cette unité comme cela se fait ailleurs lorsque la nation est victime de terrorisme. Parce que les actions qui ont été répétées à Beni, les tueries qu'il y a eu à Beni, sont bel et bien le fruit des actes terroristes. Et il requiert pour la République. Il y a même aussi l'implication des propres fils de la RDC. Bien sûr, il requiert pour la République, pour la RDC, d'avoir une voix commune pour condamner cette situation et pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éradiquer le terrorisme. Ce qui est une question qui ne doit pas simplement être traitée par la RDC, mais sur le plan aussi régional, parce que nous avons déjà le Boko Haram qui cause autant de désolation au niveau du Nigeria et la frontière vers le Cameroun.
s'il faut que la RDC, en ayant tous les problèmes sécuritaires que nous avons, nous puissions encore avoir une poche de terrorisme dans notre pays, ce sera vraiment très difficile. Je pense que les acteurs politiques doivent par moment dépasser les divergences politiques pour préserver l'intérêt du pays. Et face à cette question du terrorisme, il faut que nous ayons une homogénéité de la classe politique. Donc, comme il a dit, moi, ça m'a quand même tiqué. Il a dit que quand on tue, eh ben, les musulmans sont épargnés. C'est vraiment le mode opératoire des djihadistes, hein, de Boko Haram et autres. Donc, oui, ça fait quand même froid au dos. Nous sommes quand même face à une forme de terrorisme très sauvage, parce que quand vous voyez les tueries de la manière dont elles se font, c'est quand même assez atroce. Je pense que nous devons avoir un regard particulier sur cette situation. On a relevé aussi dans ce premier condensé l'attaque de l'aéroport de Goma, énième attaque. Est-ce que Patrick Kanga, et pourtant, hein, sans faire l'amalgame, les autorités de notre pays sont descendues au Nord Kivu pour dire que non, c'est fini, on va sécuriser et tout ça. On a l'impression que c'est presque un échec si on ne mâche pas les mots, quoi. Malgré la descente des autorités dans cette partie de la République. Non, il n'est pas question d'échec des autorités de la République démocratique du Congo. On est bien là devant de modus operandi de terroristes. Et lorsque, dans des pays hautement sophistiqués que nous connaissons, la France, les États-Unis, il y a eu des opérations similaires, il y avait tous les services qui étaient là, les forces armées, mais il y a quand même des terroristes qui opèrent. Lorsque les responsables du pays, lorsque le chef de l'État diligente une mission par le ministre de la Défense, par son chef d'état-major, pour aller vérifier ce qui s'est passé et pour prendre les mesures qui s'imposent, telles que ce qui s'est pris pour la ville de Béni, je crois que c'est pour réagir et de manière drastique à cette situation qui crée la désolation au sein de la population congolaise. Et donc on ne peut pas parler d'échec, nous sommes là au niveau de la réaction. Il faut comprendre que le terrorisme est une forme très difficile à anéantir parce que ce n'est pas dans une forme de guerre classique. Les gens se dissimulent dans la population, se cachent et souvent agissent au moment où on ne les attend pas. Et voilà pourquoi, même vous voyez le Boko Haram au Nigeria, malgré la coalition des forces, vous voyez que c'est très difficile, oui, de plusieurs États, il est tout à fait difficile jusqu'à aujourd'hui de ressentir l'éradication totale des Boko Haram. Est-ce que la pauvreté ne constitue-t-elle pas aussi un facteur pour recruter ces jeunes personnes? La loisivité, pauvreté, manque à faire, on les recrute facilement, on leur promet monts et merveilles, hein, pour faire partie de ces groupuscules de terroristes aujourd'hui. Est-ce que c'est pas... C'est vrai, on peut dire que c'est l'un des éléments, mais surtout l'endoctrinement. L'endoctrinement, je crois que c'est l'élément principal de ce genre d'action. Nous allons parler du dialogue pendant ce deuxième condensé qui est consacré aux consultations entamées par le chef de l'État qui reçoit depuis quelques jours les forces vives de la République démocratique du Congo et de la réunion de la CENI, la centrale électorale. C'est l'un des faits marquants de cette première journée pour cette deuxième semaine consacrée aux consultations entamées depuis le lundi dernier par le président de la République. L'opposition républicaine vient de dire oui au dialogue, un rétropédalage diront certains, non, rétorque le président du Sénat qui dit que ceux qui ont eu à se prononcer par rapport à ça, par rapport à leur refus au dialogue, n'engageaient pas l'opposition républicaine. Lui est d'accord pour aller au dialogue, c'est ce qui justifie d'ailleurs sa présence ici aux côtés du chef de l'État. Mais Kengo Adondo dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Pourquoi? Pour parler du processus électoral. Et à l'étape actuelle, il estime qu'il y a tellement de contraintes, notamment celles liées à l'aspect finance ou à l'aspect budgétaire. Suivez Léon Kengo Adondo à ce sujet. Moi, je considère que ces élections, pour qu'elles puissent être apaisées, doivent répondre à certaines exigences. La première exigence, les élections demandent beaucoup d'argent. Lorsque je me retourne en direction du budget 2015, les ressources qui ont été allouées pour les élections 2015 ne sont pas suffisantes. Où allons-nous trouver de l'argent
pour organiser les élections qui sont prévues en 2015, les élections locales, provinciales, sénatoriales des gouverneurs. Le président m'a demandé d'établir une note. J'établirai la note ce soir et je lui ferai parvenir demain matin. Il ne faut pas globaliser ce que certains éléments de l'opposition ont exprimé à cette occasion-là. L'opposition républicaine que je représente est ici parce qu'elle n'est pas de cet avis-là. Oui, je soutiens le dialogue puisque je suis là pour le dialogue. La deuxième délégation à être reçue par le président de la République ce lundi, c'est celle de la société civile. Elle dit oui au dialogue, elle souscrit au dialogue, elle vient avec une nouvelle proposition, celle de mettre en place une médiation bipartite, c'est-à-dire une médiation qui fera en sorte que ceux qui sont partisans du dialogue, d'une facilitation étrangère puissent se retrouver et ceux qui sont partisans d'une médiation et d'une facilitation avec les nationaux puissent également se retrouver. Ils disent que c'est le seul moyen également pour avoir un processus électoral apaisé. La troisième délégation qui a été reçue ce soir par le président de la République, c'est celle des femmes de toutes les tendances politiques qui ont également échangé avec le président de la République. C'était Élisée Odia et Alain Bianga depuis le Palais de la Nation pour Congo Web TV. C'est l'abbé Malou Malou qui a présidé personnellement cette réunion de haut niveau. Une deuxième du genre après celle tenue en juillet 2014. Les partenaires tant nationaux qu'internationaux ont été dans un premier temps informés sur l'état actuel du processus électoral en RDC sur fond d'une nette amélioration des opérations de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation de la cartographie électorale. S'agissant du budget des élections, un tableau synthèse sur son évolution prévisionnelle a été présenté par la CENI aux partenaires. À en croire la centrale électorale, des discussions sont en cours depuis le 15 avril dernier avec le gouvernement quant à ce et que le risque d'une réduction budgétaire des opérations électorales de 2014-2016 n'est pas à exclure. La communauté internationale salue les efforts de la CENI et rassure quant à son accompagnement technique et logistique aux élections. Elle émet cependant le souhait de les voir se tenir en toute transparence, intégrité et équité. Quant au gouvernement congolais, il se dit prêt à financer le processus électoral à la limite de ses moyens. Cette rencontre était une occasion pour le président de la CENI d'annoncer la poursuite des consultations avec la classe politique. Malou Malou a affirmé que ce sera un échange sur la faisabilité du processus électoral en tenant compte des enjeux de l'heure et des défis de calendrier, de financement et ceux opérationnels. La prochaine rencontre avec ces acteurs politiques est donc projetée pour la semaine prochaine, a-t-il conclu. Les mots sont durs, les réalités sont dures, comme l'a si bien dit ma consoeur Élisée Odia, qui est notre envoyée spéciale au Palais de la Nation en ce qui concerne les consultations entamées par le chef de l'État. On a suivi le président du Sénat, Kengo Dondo, qui a carrément donné les exigences pour qu'il y ait de bonnes élections en République démocratique du Congo, beaucoup d'argent, des élections demandent beaucoup d'argent, et selon lui, par rapport à ce budget 2015, eh ben, c'est insuffisant. Donc cela veut dire clairement, sans mâcher les mots et sans nous voiler la face, que les élections en République démocratique du Congo sont menacées. Mais ce glissement tant entendu, eh bien voilà, ça se présente là. Madame, vous aimez bien les mots, glissement, tout ça. Écoutez, il faut éviter. On y va, on y va. Il faut, je crois, éviter avec des mots qui viennent de je ne sais où, de certains laboratoires. C'est français, hein. Glissement, c'est français. Je ne crois pas que je l'ai inventé de ma langue maternelle. Depuis un moment, ça revient à répétition. On ne sait même pas ce que ça veut dire glisser. Ça veut dire quoi? Bon, ça, c'est des mots que vous connaissez. D'où est-ce que vous le tirez? Le gouvernement a des responsabilités dans ce pays. L'unique responsabilité du gouvernement n'est pas l'organisation des élections. Le gouvernement a des responsabilités vis-à-vis des fonctionnaires, vis-à-vis de la reconstruction de ce pays, vis-à-vis du social de la population qui se doit d'améliorer, et il fait des efforts dans ce sens. Le gouvernement a l'obligation
de faire en sorte que les rémunérations des agents de l'État atteignent ceux de Moody, parce que c'est un contrat entre le gouvernement et cette corporation. Il y travaille. Le gouvernement a plusieurs contraintes, plusieurs obligations vis-à-vis de l'État. L'élection relève aussi de ces obligations. Mais elle n'est pas l'obligation exclusive et unique de l'État. Et elle n'est pas la priorité non plus. La priorité, je pense, parce que la priorité ne doit pas se dire ici à Kinshasa. La République démocratique du Congo est composée de 75 millions d'habitants à peu près, en attendant que l'ONIP vienne nous donner le chiffre exact. Allons aussi à Bikoro, au fin fond de Kalemi, de Bandundu, de Massimanimba. Allons demander à ce paysan, allons demander à cette maman, parce que elle fait aussi partie de la population congolaise. C'est une recommandation d'ailleurs de la société civile que le président fasse le tour de la RDC. Ce n'est pas ceux qui roulent en jeep et ceux des fois qui provoquent certains émeutes à Kinshasa qui constituent l'entièreté de la population. Allons demander à cette population quel est son essentiel aussi. Bon, c'est vrai que nous allons... Vous pouvez me laisser finir. Non, parce que là vous êtes en train de faire vraiment du sophisme. C'est pas du sophisme, madame. Les élections n'est pas une priorité. Lorsque je demande... Le gouvernement se prévoit. Les élections, c'est 5 ans après. Après 5 ans, il y aura des élections. C'est prévu et c'est connu. Donc, comment on peut arriver à échéance, presque des élections, et on nous sort une phrase aussi terrible qu'il n'y a pas d'argent? Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'argent? Le gouvernement a dit qu'il fera à la limite de ses moyens. Ça veut dire quoi? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Qu'est-ce que la RDC est incapable d'organiser des élections en délai de 5 ans? On arrête de s'occuper de notre sécurité. Déjà que nous avons des voisins qui n'ont pas trop d'amour pour nous, qu'on arrête de nous équiper militairement, qu'on arrête de payer les fonctionnaires, qu'on arrête la reconstruction du pays. On fasse fi des élections. Si c'est ce que vous voulez, faites un référendum, posez à la population. Si les fonctionnaires vont accepter d'être payés, si on doit arrêter tout dans notre pays simplement pour organiser les élections. Si c'est ce que vous pensez, madame, si c'est ça qui est l'essentiel, si vous pensez que par l'élection simplement, on résolvera tous les problèmes. C'est une expression démocratique, les élections. Non, madame. Ça fait partie du processus démocratique. Personne ne veut pas des élections. Nous voulons tous des élections. Et le président de la République a été le premier à le dire. Mais la démocratie ne se résume pas simplement aux élections. C'est un élément important de la démocratie. Alors qu'on fasse des élections parce qu'il n'y a pas d'argent. Madame, on trouve un autre moyen. Madame, à cause des élections, il y a eu ce qu'il y a eu en RCA. À cause des élections, il y a eu ce qu'il y a eu en Libye. Il y a ça au Burkina Faso. Et au Burundi, lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé au Burkina Faso, j'ai entendu, je vous ai même lu, j'ai vu des hommes politiques se réjouir. Mais allez-y aujourd'hui au Burkina Faso pour voir ce que a créé l'instabilité dans leur pays. Allez-y voir ce que c'est que le RCA aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Gbagbo est à la CPI à cause des élections. La faute revient aux responsables qui ne peuvent rien. Qu'est-ce que c'est donner la faute aux Africains qui que la Côte d'Ivoire aujourd'hui sur le plan de sa cohésion nationale, sur le plan de sa politique? C'est pas la faute aux Burkinabés, c'est la faute aux autorités. Il faut bien mettre l'accent, Patrick Kalou. Je pense, madame, qu'à un moment donné, il ne faut pas donner l'impression que je suis en train de faire une apologie contre les élections. Mais simplement, il faut que nous soyons dans un réalisme et déterminer ce qui est essentiel pour toute la population congolaise. Bon, pas pour une partie des politiciens. Puisqu'il y aura, en tout cas, vu ce qu'a dit Léo Kengo-Wadondo, le budget 2015 est pratiquement insuffisant. La communauté internationale dit qu'il va nous accompagner rien que sur le côté technique et logistique. Donc l'argent, ça sera encore aussi un problème. Alors qu'on se mette autour d'une table, comme par rapport au dialogue, on trouve autre chose. Les opposants voyagent souvent voir leurs parrains à Washington, à Bruxelles, à Paris. Qu'ils aillent leur demander de l'argent. Mais la majorité ne le fait pas. Non. Vous croyez que les gens de la majorité ne voyagent pas? On ne va pas requérir la légitimité, nous, à l'étranger, pendant que eux sont à l'étranger. Nous sommes dans les bas-fonds du pays. Vous en êtes sûr? Pour parler et palper la réalité. Et je pense que si les moyens ne sont pas suffisants, que saute les élections. Non, pas qu'on saute. Ceux qui critiquent, ceux qui disent chaque fois qu'il faut qu'il y ait telle chose, mais qu'ils mettent la main dans la poche pour qu'il y ait ces élections. Parce qu'il faut que nous ayons des élections locales. Municipales, urbaines, provinciales, législatives. Toutes les élections. Parce que les élections s'équivalent.
Il n'y a pas une élection qui est plus importante que l'autre. On le sait. Parce que mais pour que les localités... Après 5 ans, on va me sortir toujours la même phrase qu'il n'y a pas d'argent et tout. Après 5 ans, gouverner, c'est prévoir. On sait que les élections ont eu lieu en 2011, Patrick Kanga. Oui. On le savait déjà qu'il y aurait les Oui. élections en 2016. Oui. 5 ans de préparation. Oui. Ça veut dire que nous, les Africains, Donc vous nous, les Noirs, pensez sont que prêts le pour gouvernement de la République du Congo, il fallait faire avec les moyens par rapport à ça. insuffisants qu'il Alors, a, ça serve les élections. pendant 5 ans, on a élections. pensé qu'à préparer les élections. Il n'y a que ça comme priorité dans ce pays. C'est ce que vous voulez nous Qu'est-ce dire. que vous voulez qu'on fasse maintenant qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne fasse plus les élections en République démocratique du Madame, Congo parce qu'on aura peur madame. d'être comme au Burkina Faso, on aura peur du Burkina C'est pas qu'on a peur, mais alors qu'on fasse quoi? Madame, tout le monde parle d'élections apaisées. Ne parlons pas par sentiment. Si aujourd'hui vous et moi sommes ici dans ce plateau en train de discuter, c'est parce que vous avez pu venir ici calmement. C'est parce qu'il y a une certaine sécurité que l'on se Vous tient. voulez faire peur à la population? On ne fait pas peur. C'est ça, on dit la réalité. c'est l'épée des démocrates que vous agitez à la population, la violence, la peur. Il faut évoquer la réalité. Ce n'est pas la peur. C'est ça. C'est une Vous voulez réalité. inculquer la peur à la population. La peur. Oui. Lorsque, Comme il y aura ça, Madame. évitons ça parce qu'il y aura Madame, lorsqu'il y a eu l'attaque de la RTNC... C'est très mesquin, ça. Non, c'est pas mesquin, c'est Ouais, la oui, vérité. c'est Lorsqu'il y a eu l'attaque de la RTNC, quelques jours après, vous m'avez reçu ici. Vous avez vu quelle ambiance il y avait dans cette ville de Kinshasa. Lorsque je suis en train de le dire, c'est pas comme si on est en train de faire du cynisme. On est en train de parler de la réalité. Les élections doivent se faire. Et tout le monde veut qu'il y ait des élections apaisées. Mais pour que ces élections apaisées se fassent, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut remplir. Mais pourquoi ne pas le faire bien avant? Pourquoi ne pas prendre ces préalables bien avant, Patrick? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi ne pas commencer à préparer ces élections de 2011? Madame, pourquoi on doit commencer à préparer les élections Madame, vraiment à bout pour nous faire sortir des phrases? Il n'y a pas d'argent. C'est quand même un peu comme la RDC. L'organisation des élections ne relève pas du gouvernement. L'organisation des élections relève de la CENI. Et le gouvernement fait tout ce qui est dans son possible pour mettre les moyens disponibles à la disposition de la CENI. Et si nous avons des partenaires qui tiennent à ce qu'il y ait certaines élections que eux estiment être suprêmes aux autres, mais qui mettent la main dans la poche. Vous allez parler d'injonction, vous allez parler d'immixtion. Mais madame, alors, le gouvernement dit qu'il va disponibiliser ce qu'il a. Certaines personnes disent qu'il faut qu'il y ait que les élections présidentielles et législatives. Nous pensons que toutes les élections s'équivalent. Parce que les jeunes ont besoin d'être aussi responsabilisés dans leur localité, dans leur municipalité, dans leur ville. Les jeunes qui sortent de l'université ne vont pas postuler comme député national, comme président de la République. Ils ont besoin d'être conseiller municipal, conseiller urbain, maire de la ville, conseiller député provincial. Et nous avons besoin de ces élections. Parce que l'architecture constitutionnelle relative ou issue de la Constitution du 18 février 2006 détermine des prérogatives à chacune des institutions. Le président de la République, bien qu'il a les pouvoirs les plus importants, ne possède pas l'entièreté des pouvoirs. Donc, pour que nous ayons une architecture constitutionnelle complète, il faut que nous ayons toutes nos élections pour qu'il y ait des responsables à tous les niveaux de l'État. Et vous ne pouvez pas créer la primauté de certaines élections face à d'autres parce que... Alors commençons à préparer dès le début. Hein. Madame, ces élections se préparent depuis 2011. Et ne vous en faites pas, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Le gouvernement est en train d'ailleurs de faire les efforts. Les élections de 2011 se sont faites à 80% sur fonds propres. Je ne sais pas si vous l'ignorez. Et vous voulez dire que ce gouvernement est irresponsable. En 2016, nous devons aussi apurer les arriérés électorales. C'est pour ça que les élections vont coûter plus cher. 1,5 milliard de dollars. Il faut des fois demander à la population si elle est d'accord que nous ayons une démocratie pourquoi la population ne peut pas cotiser $1 pour faire nos propres des milliards de dollars. Pourquoi la population congolaise ne peut pas cotiser pour vous êtes de la société civile, essayez d'enclencher. Non, vous faites aussi partie d'un grand parti politique. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas proposer à vos membres de cotiser pour les élections? Moi, je suis journaliste, moi je ne fais que mon travail. Vous êtes de la société civile. Je vous pose la question. Vous êtes de la société civile. Moi, je vous pose, c'est moi qui pose la question. Est-ce qu'au PPRD, on ne pouvait pas conscientiser vos membres? Le PPRD n'est pas le parti État. Le PPRD est en train de donner sa contribution pour les élections telles qu'il le pense. Il y a plusieurs partis. Il y a d'autres qui donnent des fois l'impression, heureusement que ce n'est qu'une impression, qui veulent aller aux élections plus que d'autres, mais qui puissent l'initier. Mais le gouvernement a plusieurs obligations qu'il doit remplir. Nous sommes dans un état de sécurité assez fragile. Nous devons y mettre les moyens. Le président de la République y met les moyens. Et nous ne pouvons pas dire, bon, on est élu en 2011, il y a une majorité à l'Assemblée. Alors, commençons à préparer les élections
Construisons pas de route, pas d'aéroport, pas de société d'aviation, pas d'armée. Belle On excuse. attend 2016. Une belle excuse. Nous continuons en Ce tout n'est cas. pas une excuse, c'est- madame, c'est vraiment. cela les obligations Mhm. d'un gouvernement responsable. Les élections aussi font partie de ces obligations, qu'on Ben ne oui, mette pas. c'est l'une des qu'on ne fasse pas obligations. dire à la population, c'est l'une quelque des chose qu'on peut faire Votre à la affamé n'a va-vite. point d'oreille. Alors qu'on Madame, trouve vraiment il un faut autre moyen aussi de pallier réfléchir au à social de la l'organisation de population. ces élections. Parce que les élections est une expression démocratique. Alors comment les gens vont manifester leur mécontentement ou leur désaveu par rapport aux autorités s'il n'y a pas des élections? Mais On n'est est-ce pas qu'il dans n'y une a pas dictature. d'élection dans ce pays? Qu'est-ce que vous racontez? Il y aura élection. Je l'espère. Nous commençons par nous les continuons parce élections que provinciales, il y aura les élections municipales et nous irons étape par étape. selon le calendrier électoral prévu, et il n'y aura pas glissement en déant tout ça. Hein. Madame, il n'y a de délai que de délai électoral. Ok. Il n'y a pas de délai constitutionnel prévu dans notre constitution. La constitution du 18 février 2006 ne dispose pas sur le délai ou sur un échéancier électoral. Cela relève d'une loi électorale et son exécution relève de la CENI. Nous poursuivons. Chapitre et entrée aux réactions, celle de Lambert Mende liée à l'affaire Fausse Commune et celle de Martine Kobler sur un énième rapport de l'ONG Human Rights Watch. Les dossiers sur l'exhumation de corps de la fosse commune de Maluku est de nouveau sur scène. Dans son récent rapport, l'ONG Human Rights Watch invite les autorités congolaises à se plier à l'exigence de l'exhumation de corps pour plus de crédibilité, vu les 34 plaintes des familles des victimes qui seraient déjà déposées auprès du procureur général de la République. Chose qui réfute les porte-paroles du gouvernement. Lambert Mendo Malanga dit ne pas être informé de ces plaintes et que Human Rights Watch devrait laisser la justice congolaise se charger de cette affaire. Nous avons eu le dernier rapport du ministre de la Justice faisant état de 2 plaintes, 2 réclamations de 2 familles de personnes qui, devant le procureur de la République chargé du dossier, ont parlé d'événements qui n'ont strictement rien à voir logiquement avec ceux qui ont été mis en exergue par les personnes qui ont voulu accuser le gouvernement d'avoir commis des crimes dans le cadre de ces enterrements collectifs qui ont eu lieu à Maluku. Alors les 34 plaintes, si Human Rights Watch s'est transformé en tribunal, cela regarde Human Rights Watch, ça ne nous regarde pas, je pourrais lui conseiller d'orienter ses plaignants vers les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. Un État de droit, ça ne fonctionne pas d'une manière aussi anarchique que cela. Donc les 34 plaintes, nous n'en sommes pas informés, et donc jusqu'à ce que le magistrat reçoive ces plaintes, le magistrat décidera de ce qu'il faut faire. Si les plaintes sont recevables, nous attendons que le magistrat décide. Notre dossier n'est pas fermé. Nous rejetons donc les prétentions de Human Rights Watch à se substituer au magistrat qui est chargé du dossier. Le porte-parole du gouvernement soutient que Kinshasa ne peut pas se plier aux caprices de Human Rights Watch sur ces dossiers de la fosse commune de Maluku. Il a indiqué que le gouvernement pourra se prononcer sur l'exhumation de corps au moment opportun. On a toujours dit, premièrement, les investigations doivent être transparentes et doivent être crédibles. Deuxièmement, nous avons offert notre assistance. Et troisièmement, alors, on a toujours recommandé d'ouvrir et d'exhumer. Parce que c'est très facile à résoudre le problème. Si on a des rumeurs, il faut vraiment maintenant, alors, faire quelque chose. Mais c'est au gouvernement de la faire. On ne peut pas faire plus que recommander de lancer les exhumations et d'offrir l'assistance de la MONUSCO. Dossier assez sensible, hein, cette histoire de fausses communes ou de tombes communes, selon certains. Donc, vous avez suivi les propos croisés de Lambert Mende et de Martine Kobler. On se pose la question, d'ailleurs, je commence par le premier, pourquoi le gouvernement congolais hésite à faire cette exhumation? Pourquoi? C'est au nom de notre souveraineté, on ne veut pas avoir des injonctions d'une ONG telle que Human Rights Watch, tout simplement. Madame, en République démocratique du Congo, il y a des instances. Il y a des instances politiques,
il y a des instances judiciaires. Je pense que l'exhumation des corps répond à une certaine procédure. Et je crois que la justice, si elle estime nécessaire, s'il y a des questionnements qui s'avèrent pendant et que la justice estime nécessaire de procéder à cette exhumation de corps, je pense que la justice ordonnera qu'il y ait cette exhumation. Mais dès l'instant, toutes les explications qui ont été portées à la place publique, j'ose croire qu'elles ont été claires et que la justice, jusque-là, n'a pas estimé de procéder à cette exhumation de corps. Mais si tel est le souhait de la justice pour éclaircir davantage les gens, pour mettre de plus ou pour exposer de manière supplémentaire la vérité, il n'y a pas de problème. Mais jusque-là, la justice ne s'est pas prononcée. Pour faire taire peut-être la rumeur, pour faire taire tous ces ondits par rapport à cela. Martine Kobler l'a dit, on vous donne, propose leur soutien logistique. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la MONUSCO nous aide sur le plan logistique et technique. Et ils sont prêts à nous aider pour exhumer ces corps et faire taire définitivement ce dossier. On l'a fait au Burkina Faso par rapport à Thomas Sankara. Exhumons et puis disons que voilà, c'est ça. Et puis on passe à autre chose. Sinon, ce sera un dossier qui sera toujours pendant sur la tête de la RDC. Non, la rumeur s'éteint toute seule. La rumeur, on ne l'éteint pas. Moi, je crois que... c'est un acharnement de Human Rights Watch, simplement? Je ne sais pas. Mais écoutez, ces ONG ne sont pas aussi indépendants qu'on le dit. Moi, je pense que la justice doit faire son travail. Et je crois que ce problème, ces enquêtes relèvent du pouvoir judiciaire. Donc, faisons confiance à notre justice et laissons le pouvoir judiciaire agir. C'est pas qu'on fera outrage à notre justice. Hein. Le ministre de la Communication n'aime pas qu'on mette en doute le travail de notre justice, mais chat échaudé, craint froide. Beaucoup de Congolais n'ont pas tellement confiance en cette justice. Vous, en tant que Congolais, vous croyez que cette justice fera vraiment bien ce travail par rapport à ce dossier? Quand vous parlez de cette justice, elle n'est pas la vôtre. C'est notre pouvoir judiciaire. Je crois que non, c'est pas une bonne façon de parler. Il faut la corriger. Je pense que c'est une institution de la République envers laquelle nous devons porter notre confiance. Faisons confiance à notre justice et laissons-la faire le travail qui lui revient. Ok. Nous poursuivons, nous nous rendons à l'Assemblée nationale où nous vous proposons une plénière de cette institution et l'interpellation du ministre du Budget, toujours à l'Assemblée nationale. Justin Kalumba aux abonnés absents ce samedi à l'Assemblée nationale. Sa tête est réclamée par les députés nationaux. Le ministre des Transports et Voies de Communication est visé par une motion de défiance pour outrage à l'Assemblée nationale. Ce samedi, les députés nationaux devaient examiner la dite motion de défiance. La matière inscrite à l'ordre du jour ne sera pas examinée. La raison, Justin Kalumba serait hospitalisé, apprend-on à travers une correspondance du Premier ministre, lue séance tenante par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Pour la plénière, il s'agit d'une fuite en avant du ministre des Transports. La représentation nationale ne se laissera pas ainsi dribbler par le gymnastique de ce membre du gouvernement. Elle a mis sur pied une équipe des députés nationaux dans laquelle de médecins pour vérifier l'état de santé de Justin Kalumba. Ce dernier a jusqu'à lundi prochain pour répondre à l'invitation de la Chambre des députés, a fait savoir Robin Minakou. La plénière de ce jour avait aussi examiné le projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale s'agissant des élections municipales et locales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, était venu répondre aux préoccupations des élus. La matière en discussion a été renvoyée au gouvernement. Ce dernier est appelé à tenir compte des recommandations formulées par les députés nationaux, mais aussi à mettre en contribution la CENI afin que cette dernière propose un nouveau texte. La séance est ouverte. Fabien Moutom a été le premier à prendre la parole ici en la salle de congrès. L'initiateur de la question orale avec débat a, à travers sa démarche, émis quelques inquiétudes sur la sécurité de la paie des agents et fonctionnaires de l'État via la banque. Ce député national s'est dit aussi préoccupé quant à la traçabilité de la paie non clarifiée. Des préoccupations résumées en 5 questions, notamment la situation exacte des reliquats payés des banques et de Caritas Congo.
L'interpellateur précise. Nous avons cru qu'avec la bancarisation, la situation s'est améliorée. La situation ne s'est pas améliorée, elle est devenue même pire qu'avant. Pire dans la mesure où il y a des difficultés pour retracer les reliquats. L'interpellé pour sa part a tenté de rencontrer les préoccupations de son interpellateur. Michel Bongongo a essayé de faire un état des lieux de l'opération de bancarisation depuis 2012. L'exposé du ministre d'État en charge du budget aura été précurseur d'une série de questionnements des députés nationaux. Les fonctionnaires ne se retrouvent pas dans la bancarisation. On leur retire de l'argent sur leur compte. Ils ne bénéficient d'aucun avantage auprès des banques. Or, si vous avez un compte, vous avez le droit d'avoir des crédits auprès des banques. Donc c'est une vaste escroquerie, tout simplement, vis-à-vis des fonctionnaires. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Alors, le mauvais côté est que jusque-là, comme le pays est grand, tout ça, nous trouvons que, en tout cas, il y a certains endroits où il n'y a pas de banque, où il n'y a même pas de route et tout ça. Alors, les fonctionnaires de l'État trouvent des difficultés d'accéder à ces banques-là. Nous, médecins et infirmiers de Boujala, nous sommes en guerre. Et je leur pose la question, pourquoi? Ils disent, nous sommes mécanisés depuis plus de 20 ans, mais nous ne sommes pas payés. L'ancien sénateur aura essuyé une avalanche de questions, lesquelles trouveront probablement des réponses dans 48 heures lors de sa réplique, ici, à la Chambre basse du Parlement. Patrick Kanga, on croirait vivre un film à suspense ou à intrigue quand déjà le Premier ministre nous dit que le ministre des Transports est malade et que les députés n'y croient pas. Est-ce qu'il y a crise de confiance entre l'institution Assemblée nationale et le gouvernement? Je n'ai pas vu le Parlement dire qu'ils n'y croyaient pas. Ça relève de votre imagination, certainement. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas vu le Parlement dire qu'il n'y croyait pas. Certains députés. On fait en général. Certains députés ont parlé en off et je ne veux pas prendre ça en considération. On considère ce qui se dit lors d'une plénière. Mais une commission a été faite pour aller vérifier cette information. La parole qui est à prendre en compte, c'est celle qui se dit au cours de la plénière. Mais cette commission a été créée pourquoi, si ce n'est pas l'Assemblée nationale qui le crée? Madame, pour vérifier si dans les prérogatives de l'Assemblée nationale... Nous y sommes, c'est la même question. Ne jouons pas au monde. Allons-y. C'est pour vous dire que je pose la question, est-ce qu'il y a une crise entre l'Assemblée nationale et... Puisque le Premier ministre a dit que le ministre des Transports est souffrant. On aurait pu avoir confiance en lui. Mais comment les députés se lèvent et disent non, c'est un mensonge. Et on crée toute une commission pour aller vérifier une information dite par le Premier ministre. C'est là la question. Y a-t-il crise de confiance ou manque de confiance entre les institutions? Madame, le gouvernement est dans le pouvoir exécutif. Les parlementaires sont en train d'user de leurs prérogatives constitutionnelles. Tout simplement. Le fait que le Premier ministre ait dit n'empêche pas les parlementaires d'user de leurs prérogatives constitutionnelles, de vérifier. C'est prévu dans leur règlement d'ordre. C'est pas parole d'évangile. Hein? Donc, n'entravons pas les prérogatives des uns et des autres. Chacun est dans son rôle. C'est simplement ça. Notre dossier a été soulevé, c'est la bancarisation. José Makila n'y est pas allé par quatre chemins. Voilà. Je prends pas votre expression. Il n'est pas allé par quatre chemins. Il a dit c'est une vaste escroquerie pour les fonctionnaires. Vu la situation qui se passe maintenant, on ne parvient même pas à faire la traçabilité des reliquats. C'est maintenant même très difficile pour les fonctionnaires d'avoir leur argent, surtout à l'intérieur du pays. Puisque vous l'avez si bien dit, on peut aller à Bikoro et vérifier que c'est très difficile d'avoir de l'argent. On peut aller à Kalemi et très difficile pour les fonctionnaires d'avoir de l'argent. Est-ce que pour vous, la bancarisation, comme l'a dit José Makila, est une vaste escroquerie? Je ne pense pas que c'est une escroquerie parce que le gouvernement de la République ne viendrait pas escroquer la population dont il a la charge d'améliorer les conditions de vie. Je pense que lorsque la bancarisation a été initiée, plusieurs fonctionnaires ont salué cela parce qu'ils percevaient leur rémunération de manière assez correcte. Mais c'est vrai, il y a des problématiques qui demeurent parce que les banques privées n'existent pas dans toutes les entités de la République. Et c'est là le problème. Et je crois que il y a des commissions
qui ont été créés au niveau du ministère du Budget, parce qu'on a remarqué qu'il y avait quelques détournements des deniers publics qui s'y opéraient, et qu'au niveau déjà du ministère de la Santé, il y a eu un reliquat, je crois, de plusieurs millions de francs, plusieurs millions de francs congolais qui ont été remarqués suite à une enquête diligentée par le gouvernement. Attendons voir la fin de l'enquête diligentée par le ministère du Budget pour qu'enfin nous puissions voir les responsabilités qui seront établies. Certainement, les sanctions s'en suivront. Espérons, parce qu'on y a une chose, on espère parce que l'impunité est régie presque en mode de gestion dans notre pays. Espérons que les sanctions vont tomber et que les responsables seront châtiés. C'est un peu trop fort de dire que l'impunité est érigée en mode de gestion, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà été sanctionnées pour des faits similaires. Je pense que nous devons prêter la confiance nécessaire à notre gouvernement, qui a déjà eu l'imagination de diligenter cette enquête. Lorsqu'on diligente une enquête, cela déjà veut dire qu'on veut poursuivre ce qui se comporte mal. Alors, il y a déjà quelques repères qui ont été donnés par auprès du ministère de la Santé. Attendons voir la suite de l'enquête et certainement que les sanctions vont s'en suivre. Je reviens sur cette phrase, gouverner, c'est prévoir. Avant de lancer quelque chose, je crois qu'il y a des bureaux d'études, il y a tout ce qui s'est fait pour voir un peu comment ça va se passer. On a lancé la bancarisation avec pompe et tout ça. Est-ce qu'on n'a pas fait une étude de la République démocratique du Congo? Vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de banque, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Pourquoi ne pas faire des études bien avant de lancer des opérations comme ça et se retrouver dos au mur à 2 ans ou 3 ans de la bancarisation, je ne sais même pas si ça fait combien d'années, et on se retrouve déjà dos au mur. Pourquoi ne pas faire des études bien avant? C'est ça le problème avec cette mode de gestion. On lance les opérations à pompe, beaucoup d'argent, beaucoup d'écrits, beaucoup ont été donnés, et maintenant voilà, on se retrouve dos au mur. Mais là, vous parlez que d'un aspect négatif de la bancarisation, alors que la bancarisation a eu plusieurs aspects positifs. Lorsque l'on diligente une réforme de cette envergure-là, il n'y a pas que des aspects positifs. Il y a certaines failles qui se constatent malheureusement maintenant, qui seront certainement améliorées lors de l'application. C'est une réforme importante qui devait avoir lieu. Et malheureusement, les banques, s'ils ne donnent pas crédit, malheureusement, l'octroi des crédits relève de l'appréciation de chaque banque et que l'État ne peut pas s'y ingérer, de peur que l'on dise que nous sommes dans un État totalitaire. Mais en principe, ces banques, au regard du fait que les rémunérations des fonctionnaires sont perçues par eux ou par elles, elles devaient quand même voir dans quelle mesure certaines facilités, certains crédits à ces fonctionnaires. Et si les banques ne le font pas, est-ce que le gouvernement ne peut pas, sur le côté social, c'est quand même ça, ce côté social du gouvernement, est-ce que le gouvernement ne peut pas voir ce côté social, alléger un peu le social de ce fonctionnaire? Le gouvernement, déjà, en faisant des efforts de vouloir améliorer la rémunération de fonctionnaires, lors du congrès de mon parti, je me souviens que l'une des résolutions adressées au gouvernement, c'était notamment que le gouvernement puisse faire tous les efforts pour que la rémunération puisse atteindre celle de Moody. C'était combien normalement? Vous rappelez un tout petit peu, vous savez? Je n'ai plus les chiffres exacts, je risque d'induire les gens en erreur. Mais c'était une recommandation stricte de notre parti et l'une des recommandations phares. Et je crois que le gouvernement de la République fait et fera davantage d'efforts pour améliorer le social des fonctionnaires, parce que c'est l'un des chevals de bataille de notre président de la République. Et je crois que le gouvernement devra y mettre les moyens doublement pour rencontrer cette préoccupation. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, coup d'œil à nos ministères. Comme à l'accoutumée, nous avons ciblé 2 pour cette semaine. Suivant. Loin d'être une simple visite de courtoisie, la présence du patron de la police nationale congolaise à la vice-primature de Pété-Antique est consécutive à l'opération de la traque des fournisseurs clandestins d'Internet initiée par le vice-premier ministre. À Thomas Louaka, le commissaire général de la PNC, a d'abord exprimé sa gratitude. Charles Bissengimana a profité de cette occasion pour saluer et se féliciter du travail abattu par la police judiciaire eu égard aux premiers résultats enregistrés. Nous avons estimé qu'il fallait le voir et savoir où il travaille et savoir si les questions sécuritaires pour son ministère et son personnel sont bien prises en charge par la police
également, il y a de cela quelques temps, la police nationale congolaise a envoyé à la disposition de la vice-primature des unités de la police judiciaire pour pouvoir traquer les opérateurs des communications qui s'adonnaient à la fraude de la communication, et un travail de qualité a été abattu. Et nous avons été contents que ce travail soit réalisé par les experts de la police, et c'est une fierté, un motif de fierté pour nous de pouvoir venir dire bonjour et remercier le vice-premier ministre qui a fait confiance aux unités de la police et qui a appelé la police pour venir donner sa contribution au travail qu'il est en train de faire. Les deux personnalités ont aussi renforcé leurs liens de collaboration afin d'assainir les secteurs de Pété-Antique, une préoccupation majeure de Thomas Louaka Losenjola. Le démantèlement des réseaux mafieux au sein de l'administration publique, cheval de bataille du ministre d'État et ministre du Budget, entre dans sa vitesse de croisière. Partie d'une réunion relative à l'assainissement du secteur de la santé, laquelle a révélé au grand jour l'existence des doublons, la perception des dus par les personnes non qualifiées, mais aussi l'existence des nombreux déserteurs et fictifs, Michel Bongongo, suivant les instructions du chef du gouvernement, lequel s'inscrit dans la vision du chef de l'État, vient de passer à la phase pratique de cette campagne. C'est tout le sens de cette mission spécifique portant contrôle de la paie de fonctionnaires de l'État. Il est ici question des équipes qui seront dépêchées dans toutes les provinces du pays pour notamment encadrer la paie des agents, assister aux opérations de paie, relever les irrégularités, dresser une liste unique à la fin de la paie et enfin faire rapport en formulant quelques recommandations. Pour cette première mission, l'accent sera mis au secteur de la santé, l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement supérieur et universitaire. Présents lors de ce lancement, les syndicalistes ont été invités à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces objectifs. L'objectif poursuivi par le gouvernement vise l'amélioration de la fiabilité du fichier de la paie en vue de dégager les ressources nécessaires à la régularisation administrative et financière de certains agents non mécanisés à ce jour. Le gouvernement ne doute nullement de vos capacités respectives pour dégager d'importantes économies pouvant lui permettre d'atteindre les objectifs précis et vérifiables dans le cadre de la rationalisation des rémunérations prônées par le président de la République, chef de l'État. En attendant de pouvoir redéfinir ensemble avec les délégations syndicales les termes des références, le ministre d'État, ministre du Budget, met en garde contre tout clientélisme. Michel Bongongo promet de sanctionner positivement ou négativement le tout en fonction des résultats. Patrick Kanga, des réseaux mafieux, on les découvre à chaque fois au ministère des Pété-Antique par rapport à l'Internet, au ministère du Budget. Il y a des réseaux mafieux, tout ça, c'est le coulage, beaucoup d'argent qui n'entre pas dans les caisses de l'État, et cela ne nous permettra pas de faire des bonnes élections, hein, parce qu'on n'a pas d'argent, voilà, où il y a encore fuite d'argent. Alors, nous revenons un peu à cela par rapport au budget, par rapport au dialogue. Est-ce que Patrick Kanga, l'opposition, on l'a suivi tout à l'heure, l'opposition a dit peut-être qu'il va boycotter les élections, parce que vu tout ce qui se passe, les élections ne se tiendraient peut-être pas dans les bonnes conditions. Est-ce que pour vous, la politique de la chaise vide paye? C'est aussi une forme de pression, non, pour permettre au gouvernement de faire diligence? Je crois que les consultations initiées par le président de la République, qui fait certainement suite à la demande de l'opposition, de la société civile, des confessions religieuses et même de la communauté internationale, sont une opportunité pour tous les acteurs de la classe politique de venir discuter, de donner leur point de vue au regard de ce qui se passe, au regard des appréhensions que chaque acteur a du processus électoral et des autres problèmes qui caractérisent la République.
quand on est un homme d'État, quand on est un républicain, partout où l'on discute son État, on est censé y être. Parce que les discussions qui sont initiées par le chef de l'État ne tournent qu'autour de la République, autour du Congo, et de comment est-ce que nous devons consolider les acquis de la stabilité, de la démocratie et de la reconstruction de notre pays. Et ne pas y participer relèverait de quoi? Parce qu'on parle de la République. Manque de patriotisme. Moi, je pense que on n'est pas assez républicain. Parce que lorsqu'on aime son pays, partout où l'on discute sur son pays, il n'y a pas de problème. Parce que le dialogue, les gens disent, mais quelle en est la finalité? Quel sera le format? Quelle en est Est-ce que ce sera pas la concertation nationale bis? L'opportunité. On se pose la question, Patrick Kanga. On a déjà eu ça. Les consultations présidentielles ou initiées par le président de la République ne viennent ni en juxtaposition, ni en contradiction des concertations nationales. Elles se tiennent au regard d'une situation donnée. Et le problème ne peut pas se poser, ou le questionnement ne peut pas se poser au regard de la finalité. On peut peut-être se questionner sur la modalité. Si aujourd'hui... Pourquoi pas la finalité? Parce que comme on sait, si les politiques congolais se réduisent... S'il vous plaît. Je peux finir mon idée que je la ferme. Vous dites qu'on ne se questionne pas sur la finalité. On ne va quand même pas évoluer comme des aveugles, ne pas savoir où l'on va. Il faut un but, une finalité. On doit savoir où l'on va. Moi, je pense que si nous faisons du dialogue, la modalité par laquelle l'on règle et l'on prévient les crises politiques, je ne vois pas d'inconvénient. Si cette modalité nous permet d'éviter des millions de morts, nous permet d'éviter le carnage que nous avons vécu en RDC, à peu près 8 millions de morts au regard de toutes les crises que nous avons connues depuis les années 94, s'il faille, madame, dialoguer même 2 millions de fois pour préserver cette paix, pour préserver ces acquis chèrement obtenus. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Juxtaposer les choses, dire qu'il y avait concertation, pourquoi dialogue? Non, ce n'est pas une manière de bien faire la politique, parce que nous allons là aux échéances électorales, il faudrait que nous ayons des vues communes par rapport à la tenue de ces élections. Il ne faudra pas que les élections organisées soient une cause future d'instabilité. Il ne faudra pas que les élections organisées puissent être une raison de nous ramener en arrière. Nous avons déjà trop payé un lourd tribut. La population a payé le plus grand tribut de toutes les crises qui se sont enchaînées. Lorsqu'il y a dialogue, lorsqu'il y a échange entre les acteurs de notre pays, il faut penser à cette population qui a tant souffert des affres de la guerre, des viols. Il faut penser à cette population qui vit difficilement à l'intérieur du pays. Il faut penser à ces gens qui n'ont pas accès aux soins par le fait que nous ayons été dans un état où le gouvernement ne pouvait même pas aller dans certains coins de la République. Il faut penser à tout cela. Et moi, je pense que lorsqu'on se dit vraiment, totalement républicain, partout où l'on parle RDC, il faut être là. C'est vrai que vous ne voulez pas qu'on mette l'accent sur la finalité, mais j'y reviens toujours. L'histoire doit nous enseigner, doit nous apprendre quelque chose. Chat échaudé, je le dis et je le redis, craint l'eau froide. On sait déjà comment fonctionnent un peu nos politiques congolais. On sait qu'à la fin de chaque dialogue, de chaque consultation, de chaque, je ne sais pas moi comment ça s'appelle, congrès et tout ça, il y a toujours un gouvernement qui vient après. Un gouvernement de cohésion. On en a eu beaucoup. L'histoire nous le dit et nous le répète. Il y a eu de gouvernements de cohésion nationale, d'unité nationale, de large ouverture nationale. On en a tout eu. Vous ne voulez pas qu'on parle de finalité. Alors, cette fois-ci, selon vous, Patrick Kanga, comment ça peut se passer? Est-ce qu'on sera là simplement pour parler de la RDC, pour parler du calendrier électoral, sans en attendre quelque chose au retour? Moi, ce que je pense, là je vous parle en tant qu'analyste, chaque démocratie est empreinte d'une singularité, d'une particularité. Si, en RDC, la singularité, la particularité serait que nous ayons des gouvernements dans le sein
où il y a plusieurs tendances politiques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème serait que nous puissions être figés. Il n'y a pas de démocratie typique. Il n'y a pas de démocratie qui se ressemble. La démocratie française ne ressemble pas à la démocratie américaine, ni à la démocratie allemande, ni à la démocratie britannique. Là, nous sommes en train de vouloir nous donner une identité politique, une identité démocratique. Et si notre identité se baserait sur le dialogue, sur la capacité de nos hommes politiques à aller au-delà des clivages, au-delà des tendances, pour mettre l'intérêt de la République en suprématie, ce serait une bonne chose. Parce que si au Burundi, en République centrafricaine, au Burkina Faso, il y avait le dialogue qu'il y a dans notre pays, peut-être qu'ils n'auraient pas connu ces situations d'instabilité. Et peut-être c'est une particularité congolaise qui servira peut-être d'exemple à certains pays occidentaux. On ne sait jamais. Mais je crois qu'il est des moments où il faut réfléchir sur son essentiel et sur son identité. Et je crois que là, la RDC est en train de vouloir créer sa propre identité démocratique. C'est un peu comme les Babanga dans les chansons, toute une identité congolaise. Mais je crois que cette ouverture, bon, si ça peut nous apporter la paix et la tranquillité selon vous, tant mieux, mais vraiment, je crois qu'on doit aussi essayer de faire autrement, parce que ça donne l'impression que les gens se battent pour avoir des postes. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas résoudre notre classe politique à cela, ce ne serait pas bien. En tant que jeunes, nous pensons souvent, nous voyons nos frères, amis, il y a l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes est tributaire à l'investissement privé. L'investissement privé ne vient dans un État que dans un État, je me répète, stable, où il y a la stabilité. Vous pouvez avoir des élections, à terme échues, une seconde après, 5 ans, élection. Mais dès l'instant où l'État est instable, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas d'émergence, il n'y aura pas un niveau de vie sociale qui est en train de s'élever. Donc nous devons aller de manière simultanée entre la démocratie et la stabilité. L'un ne peut avoir prééminence sur l'autre. Dans le volet social, mesdames et messieurs, la rédaction de Congo Web Télévision a choisi de vous proposer les doléances des retraités de l'ONATRA et la réaction par rapport à la baisse du niveau de l'enseignement. L'ADG de l'ex-ONATRA a choisi de s'inscrire dans une logique positive quant au paiement des arriérés de ces retraités après avoir échangé avec le député national Franck Diongo ainsi qu'un échantillon des 20 pensionnés. L'élu du peuple s'est dit déjà satisfait vu la volonté dont fait montre Kibembe Mazunga. Depuis que ces agents ont été retraités, ils n'ont pas bénéficié de leurs droits. Ils ont essayé de négocier avec l'ONATRA, mais ils n'ont pas pu obtenir leurs droits. Ils ont saisi la justice, qu'ils ont gagné face à l'ONATRA. Les jugements en faveur des agents retraités de l'ONATRA deviennent exécutoires. L'ONATRA doit le payer en dollars, minimum 11 millions de dollars, plus 3 milliards de francs congolais. Nous avons sollicité et obtenu l'audience auprès de M. l'ADG et il a promis qu'il va examiner les dossiers pour chercher les voies et moyens d'amener une réponse à cette préoccupation. Pour leur part, ces retraités de l'ONATRA ont remercié le député national Franck Diongo pour son soutien. Que le Créateur puisse garder l'ADG Kimbembe et qu'il puisse toujours demeurer à ses postes, ainsi que l'honorable Diongo pour son soutien indéfectible. Nous sommes très contents de voir notre dossier arriver à son terme. Nous espérons que nous toucherons notre salaire d'ici les mois prochains. Signalons enfin que ces pensionnés se disent confiants car une commission mixte a été mise sur pied pour statuer très rapidement sur leur situation. Nous
avons échangé avec eux par rapport à un certain discours qui se tient par des personnes de la rue, c'est-à-dire ceux qui ne gèrent pas comme nous, hein, ceux qui ne sont pas responsables de l'enseignement comme nous, faisant état de la baisse des niveaux de l'enseignement dans notre pays. Et là, je pense que tous les chefs d'établissement ont fustigé ces comportements. Ils disent que ce n'est pas normal par rapport aux efforts qu'ils sont en train de fournir, par rapport à ce que notre enseignement a été et ce qu'il est devenu. Il y a eu beaucoup de progression et les choses s'améliorent. Ils ne doutent pas, bien sûr, du fait qu'il y ait des cas isolés des enfants à problème, mais en tout cas, par rapport à l'atteinte des compétences de base en lecture, en écriture, au niveau des humanités, nous sommes à 97% ou à 100%. Je ne peux pas comprendre, eux ne comprennent pas non plus, qu'il y ait des enfants qui terminent les humanités, qui ne savent pas lire. En tout cas, il n'existe pas à l'EPSP, il n'existe pas ici en République démocratique. Il y en a ailleurs, bien sûr, mais pas ici. Et on n'en trouvera jamais ici. Parce que les réformes importantes ont été amorcées depuis 2007, depuis 2006, et les produits de ces réformes sont là. Les enfants se distinguent partout où ils vont, et même sur place, on sent que ce sont des enfants qui sont très bien formés. Patrick Kanga, c'est vrai que vous avez dit que vous ne voulez pas trop encenser, mais bon, le côté social de la population, ça se lie par la vie, hein. Après le boulot, la retraite de ces fonctionnaires qui ont donné de leur temps, de leur capacité, de leur intelligence pour ce pays. Nous avons vu la situation des retraités de l'ONATRA. Alors, Franck Diongo les a accompagnés pour faire passer le message que non, le jugement a été tranché, le verdict est tombé, l'ONATRA doit payer ces retraités qui ont travaillé dans cette société. Quelle est votre appréciation, votre lecture de Je crois que le travail est sacré. Lorsque quelqu'un a travaillé toute sa vie, la suite logique, c'est qu'il doit bénéficier d'une retraite honorable. Si ils ont droit à la retraite, s'il y a un jugement en leur faveur, que voulez-vous d'autre qu'il y ait? Il faut qu'ils puissent être payés. Mais certainement, l'ONATRA est une entreprise qui est en train de vouloir se remettre sur pied. Elle fera certainement face à des difficultés financières pour honorer sa facture directement, parce que 11 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Il y a des actes transactionnels qui peuvent être signés, ce sont des procédés juridiques avec chacun des retraités pour voir comment payer cela de manière palliative. Nous ne pouvons que souhaiter que ces papas, nos parents, nos grands-parents puissent être payés et entrer dans leurs droits. Quand même un fait assez anecdotique. Pourquoi ces retraités se dirigent-ils vers Franck Diongo qui est de l'opposition? Pourquoi un député de la majorité ne jouerait aussi pas ce rôle-là d'accompagner ces retraités à l'ONATRA? On a l'impression que le social, ça ne leur intéresse pas vraiment. Non, ce n'est pas ça. J'ai vu des fois, plusieurs fois, je vais me répéter d'ailleurs, quelques députés de la majorité aussi le faire. Mais il ne faut pas dissocier. À tout moment, il n'est pas appelé chaque fois à dissocier majorité-opposition. M. Franck Diongo est un député d'abord national de son pays. Il a été élu. Quand ça vous arrange, vous non, mais non, à part, il est des moments où il n'est pas nécessaire de toujours classifier opposition. C'est un député national, c'est un député de ma ville, de Kinshasa. J'étais candidat à la circonscription de la Lukunga en 2011, il a été élu à la Lukunga, donc c'est un député national de ma circonscription. S'il va apporter cette affaire à l'ONATRA, c'est une très bonne chose, on ne peut que l'encourager. D'autres députés aussi auraient pu mener la même démarche. Mais ils n'y ont pas pensé. Hein. Ce sont des députés. Ils ne vont pas tous, 500 députés, porter un même dossier. S'il a eu le petit acte d'avoir l'initiative avant, ou bien si ces gens sont venus auprès de lui pour qu'il puisse examiner ce dossier, il n'y a pas de mal, c'est un député. Par rapport à la baisse du niveau de l'enseignement, est-ce que vous croyez que l'enseignement en République démocratique du Congo est en baisse? Ben oui, on ne va pas se mentir, cela résulte de plusieurs années, d'une trentaine d'années déjà que nous avions notre éducation qui était en train de descendre. Je crois que des efforts sont menés, notamment avec
le ministre Macaire, pour essayer de rehausser le niveau de l'éducation. Mais nous osons croire que nous avons besoin d'une grande réforme de notre éducation. Et cela, je crois, s'entamera par les initiatives gouvernementales. Mais plusieurs efforts se font pour essayer de rehausser, de remettre le niveau qu'était d'antan vers les années 60-70, parce que c'est déjà vers les années 70-80 que nous avons commencé à connaître cette décadence au niveau de l'éducation. Je crois que des efforts doivent être menés. Une décadence qui a eu à se perpétrer durant plus de 30 ans ne va pas se résoudre en 5 ans ou en 10 ans. Je crois qu'il faut des grandes réformes fondamentales au niveau de l'école maternelle déjà. Certaines notions civiques doivent être apprises aux élèves, aux jeunes élèves, la valeur du pays, le patriotisme, l'amour du pays, la culture générale, l'histoire de son pays. Et je crois que nous avons besoin de certaines réformes, notamment sur les études technologiques. Le salut au drapeau d'ailleurs va être remis dès l'année prochaine. Parce que vraiment les élèves n'ont plus cette notion de possibilité. J'ai vu qu'il y avait certains accords qui devraient être signés entre notre ministère de l'enseignement supérieur et certains établissements étrangers sur les études technologiques, tout ça. Nous en avons besoin parce que nous sommes un pays qui comprend son sein, qui tend vers l'émergence. Merci de le signaler. Je vois que vous y croyez dur comme fer. C'est mon pays, je l'aime. C'est votre pays. Heureusement heureusement que vous êtes patriote. Donc nous avons besoin d'avoir des ingénieurs qui sont à même d'assujettir les richesses qu'il y a dans leur pays. Et nous devons aussi avoir une éducation en adéquation avec la configuration naturelle de notre pays. Ok. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le volet un tout petit peu international. L'expulsion des Congolais de l'Angola et la réaction des internationalistes sur le 25e sommet de l'Union africaine qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud. « 8128 Congolais de la RDC ont été expulsés des provinces angolaises de Soyo et Cabinda depuis le 1er janvier au 30 mai 2015. Parmi ces expulsés, l'on compte 4 891 hommes, 1846 femmes et 1391 enfants selon le rapport de la police nationale congolaise du territoire de Mwanda dans la province du Congo central. Toujours dans ce rapport, la police angolaise d'immigration accuse ces personnes expulsées d'être en situation irrégulière sur leur territoire. La société civile locale de son côté dénonce cette situation et dit chercher des financements pour organiser des campagnes de sensibilisation de la population de villages frontaliers sur les effets néfastes de l'immigration clandestine. Il faut noter que le nombre d'expulsions record avait été atteint en mai 2013 lorsque 52 231 Congolais avaient été expulsés en 3 semaines de l'Angola via les postes frontaliers de Kamonia dans les Kasaï occidentales. Depuis quelques années, des ONG humanitaires ont dénoncé des expulsions des Congolais d'Angola perpétrées par les services de sécurité angolaises, parfois dans la violence. Toutefois, le gouvernement congolais mène des actions diplomatiques avec d'autres pays pour remédier aux actes de violence qui accompagnent souvent les expulsions de ses compatriotes. L'internationaliste Martin Ziakwaou n'accorde pas beaucoup de chance au 25e sommet de l'Union africaine, vu la transformation de cette organisation en un club d'amis, dit-il. S'agissant des sujets prioritaires de ces assises, à savoir la crise burundaise ou encore les récents actes xénophobes en Afrique du Sud, Martin Ziakwaou n'espère pas des mesures drastiques. Nous ne pensons pas que de ce sommet pourrait sortir de résolutions de nature à requalifier la situation. S'agissant de la xénophobie déplorée en Afrique du Sud, nous ne pensons pas que l'Afrique du Sud laissera l'Union africaine décider à son encontre sur son territoire. S'agissant du Burundi, nous estimons que l'Union africaine prendra certainement acte des conclusions du dernier sommet de la communauté des États de l'Afrique orientale. C'est ainsi que nous disons que l'Union africaine peine encore à affirmer sa crédibilité, sa légitimité et son efficacité parce qu'elle demeure
le club des chefs d'État. Cet internationaliste propose comme remède à la faiblesse de l'Union africaine la requalification des bases sur lesquelles l'Union africaine est assise. Le défi le plus important à relever, c'est finalement de revoir le logiciel sur lequel repose l'Union africaine en vue de la rendre crédible et légitime non seulement aux yeux du peuple africain, mais aussi des partenaires extérieurs. Martin Ziakwaou va plus loin en proposant l'ordre des priorités des assises de l'Union africaine. Pour lui, il y a tant d'autres sujets prioritaires pour les continents noirs. Dans quelques mois, il se tiendra un sommet mondial sur l'environnement en France et l'Afrique est très pénalisée à ces sujets parce qu'elle est contrainte, n'est-ce pas, de ne pas polluer l'environnement sans contrepartie financière consistante. Mais il y a également le problème sécuritaire parce que l'État islamique n'est plus qu'en Asie, il est aussi en Afrique. L'Afrique risque demain de constituer une préoccupation majeure internationale, n'est-ce pas? On sait si qu'elle abriterait sur son territoire l'ennemi mondial. L'expert a dit, mais attendons de voir ce que le 25e sommet nous réserve. J'ai un jeune avec moi, Patrick Kanga. Nous avons vu les images. Les Congolais sont expulsés de partout. Plus ou moins, selon les dernières estimations, c'est plus ou moins 50 000 expulsés. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que jeune, de voir ces jeunes partir contre vents et marées, vraiment vivre dans l'indignité la plus totale, rien que pour rechercher ce social dont vous parlez, rien que pour rechercher à manger et à boire dans un autre pays où il est maltraité? C'est vrai qu'on nous dira qu'ils ne sont pas en ordre, qu'ils n'ont pas leurs papiers et tout ça, mais vu la façon dont ils sont traités et expulsés, qu'est-ce que c'est là, vous? Quelle est vraiment votre réaction à chaud par rapport à tout ça? J'ai constaté que vous aimez bien insister sur le mot jeune. Oui, vous êtes jeune. Très jeune. C'est une qualité qu'on n'aura pas toute la vie. On y va, oui. Oui, c'est une qualité. J'allais juste vous faire remarquer que j'aime beaucoup ce compliment. C'était pas pour je vous en prie. vous remettre à l'ordre. Ok. Je pense que chaque État légifère sur les expulsions lorsque nous ne sommes pas en ordre avec nos papiers. Mais je crois que cela doit se faire conformément à un certain nombre de principes. On ne peut pas expulser un être humain de manière assez brutale sans respecter les fondamentaux des droits de l'homme. Et malheureusement, les expulsions qui se font à l'encontre des Congolais par nos pays voisins se font en violation, quelquefois de quelques principes de droits de l'homme. Je ne sais pas si le cas de l'Angola est semblable à ce qui s'est passé à Brazza. Je ne pense pas, parce que ce qui s'est passé à Brazza, c'était vraiment... c'est nos frères, on a déjà enterré la hache de guerre, mais ça reste quand même très gravé. Mais je crois que nous devons veiller à ce que, même lorsque ces expulsions se font, qu'elles se fassent de manière conforme aux droits de l'homme. Mais nos frères doivent aussi... apprendre à travailler chez eux. Parce que nous ne sommes pas un pays où il y a un coin où il y a la sécheresse. Il n'y a pas un coin dans ce pays où si vous jetez une graine d'haricot, ça ne va pas pousser. Il n'y a pas un coin dans ce pays où il manque une seule richesse. Nous pouvons travailler sur nos terres et vivre et rendre ce pays... Pourquoi les jeunes Congolais ne rêvent plus de rester en RDC? On voit déjà l'immigration, comment ça se passe. La Méditerranée devient... Non, il n'y a aucun Congolais que vous voyez dans ces histoires de Méditerranée. Les Congolais, je vous dis qu'il n'y a pas de Congolais. Ça, je vous le dis en toute sûreté, il n'y a pas de Congolais dans ce qui se passe là-bas. Simplement, le droit d'émigrer, d'aller ailleurs, est un droit reconnu à chaque population. J'ai vu des Français aller jusqu'en Australie pour chercher du travail, bac plus 8 français, Sorbonne, spécialisation, master, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas de travail en France. Il se dit peut-être en Australie, au Canada. Et j'ai vu que cet étudiant, c'était un magazine, j'ai vu que cet étudiant, en ayant des diplômes qu'ils avaient, ils travaillaient comme des domestiques en Australie. Des Français, des Blancs, travaillaient comme des domestiques en Australie. Donc c'est pour vous dire que la situation de l'emploi
est assez précaire dans le monde. Et qu'en tant que jeunes, espérant trouver l'Eldorado ailleurs, nous avons le droit d'aller chercher ailleurs. Mais moi, je pense que dans notre pays, en y travaillant, en ayant un peu de réflexion, un peu d'imagination, nous avons encore assez d'espace pour faire de notre pays l'Eldorado. Nous allons terminer par l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine, Patrick Kanga, n'est-il pas aujourd'hui un éléphant blanc en fait? À quoi ça sert aujourd'hui l'Union africaine vu tous les problèmes qu'il y a? On a l'impression que l'Union africaine ne résout absolument rien. Bon, je ne peux pas dire ça de l'Union africaine. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que l'Afrique a beaucoup de problèmes et que l'Union est des fois dépassée par les problèmes et n'a pas les moyens de sa politique. C'est peut-être cela qui donne l'apparence d'une inefficacité, parce que les moyens financiers n'y sont pas, les moyens politiques, les moyens militaires n'y sont pas. Tout cela donne l'impression d'une incapacité, d'une insuffisance. Mais je pense que l'Union africaine a plusieurs fois donné de sa main pour résoudre plusieurs conflits en Afrique. Il faudrait peut-être que les Africains dotent à l'Union africaine plus d'étendue de pouvoir, plus de moyens, plus de compétences pour résoudre les problèmes. Mais cela va venir avec le temps et avec la réflexion et avec l'unité du peuple africain. Puisqu'avec l'extension de l'État islamique, on voit déjà les dégâts que ça cause au Moyen-Orient et en Occident. Et si l'État islamique s'empare de l'Afrique, eh bien nous sommes foutus carrément. Hein. C'est un danger qu'il faut prendre au sérieux et je crois que les chefs d'État africains sont en train d'y penser. Toute dernière question, les élections approchent. C'est vrai que vous avez dit que je n'aime pas trop, qu'on n'utilise pas trop le mot glissement. Est-ce que vous êtes candidat pour la députation provinciale? Non, je ne suis pas candidat. Pour une fois, ça étonne? Non, les élections, ce n'est pas un sport. On y va quand on se sent prêt, lorsqu'on y a un message à donner. J'étais candidat aux élections aux législatives de 2011 à la Lukunga. C'était une très belle expérience. Pour l'instant, vous ne sentez pas encore prêt? Pour l'instant, je préfère faire autre chose. Autre chose, voilà. Nous aussi, nous préférons rester journalistes, voilà, pour vous servir et passer des très bons moments en votre compagnie. Merci donc à Guy Lukoki et à Papi Mandé qui est à la régie. Merci beaucoup et merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi Patrick Kanga, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Merci pour vos remarques et suggestions. Et nous nous retrouverons vraiment, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.